Bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Vous l'avez suivi dans notre journal du soir Vox News hier, le procès tant attendu de l'ancien président de la Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo et de son allié politique Charles Blé Goudé a débuté hier jeudi au tribunal de La Haye. Alors que de nombreux partisans de M. Gbagbo n'ont pas hésité à faire le voyage vers les Pays-Bas, direction la Cour pénale internationale, eh bien nombreux sont les Ivoiriens qui, eux, ont tout de même suivi avec attention ce procès, mais depuis la Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs d'accusation de crimes contre l'humanité sont retenus contre les deux co-accusés, notamment des meurtres, des viols ou encore des persécutions commis lors de la crise post-électorale ivoirienne qui a eu lieu de décembre 2010 à avril 2011 et qui a fait plus de 3000 morts à la fois dans le camp des pro-Ouattara, le président actuellement au pouvoir, et dans le camp des pro-Gbagbo, désignés alors vaincus au scrutin de 2010. Je vous le disais, évidemment, tous les Ivoiriens ont les yeux tournés vers la CPI depuis hier. Des habitants de Abidjan ont poussé des cris de joie et qui ont éclaté durant le visionnage de ce premier jour de procès retransmis en direct à la télévision et diffusé sur écran géant dans des quartiers d'Abidjan. En revanche, un peu plus loin dans le même quartier de Yopougon, des proches de certaines victimes de la crise post-électorale regardaient eux le jugement avec un tout autre œil. Je vous propose d'écouter ces réactions plutôt contrastées. Les Ivoiriens ont besoin de leur Gbagbo. On a besoin de notre Gbagbo. Si Gbagbo ne vient pas là, il n'y a pas de réconciliation. Je te dis, il n'y a pas de réconciliation. 3-4 années de détention, ça fait un peu trop. Donc je suis vraiment contente que le procès débute. Et j'espère qu'il y aura une suite qui respectera toutes les normes judiciaires. J'ai eu un pincement au cœur parce qu'il est innocent. Le président Gbagbo est innocent. C'est un soulagement de voir, n'est-ce pas, que des gens qui ont commis des exactions sur des populations sans défense sont devant La Haye aujourd'hui, en train d'être jugés. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, ça montre que l'impunité a pris fin. Je ne suis pas satisfait pour le moment. J'attends une sanction exemplaire contre Gbagbo et son acolyte Blé Goudé. Et c'est là d'un service d'exemple à tous les dirigeants africains. Ben, la démocratie, ce n'est pas la guerre. À noter qu'hier, lors de l'ouverture de leur procès, les co-accusés Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tous deux plaidé non coupables des crimes qui leur sont reprochés. En République centrafricaine, l'information est désormais officialisée. Le second tour de l'élection présidentielle, initialement prévu ce dimanche 31 janvier, est reporté au 14 février. S'y affronteront les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Quant aux législatives du 30 décembre dernier, elles ont tout bonnement été annulées lundi par la Cour constitutionnelle en raison, je cite, de nombreuses irrégularités. Les détails avec le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique. Le chef d'État vient de signer 2 décrets convoquant le corps électoral de la République centrafricaine le 14 février pour le deuxième tour de l'élection du président de la République et le premier tour des élections législatives. La Cour constitutionnelle a dû s'accorder 3 jours supplémentaires pour pouvoir évacuer tout le contentieux qui était en nombre assez important. Et donc, du coup, il y avait déjà un glissement qui a influé sur le calendrier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avons dû retravailler donc la liste des candidats aux législatives pour corriger toutes les erreurs qui ont été relevées lors de ce scrutin qui a été annulé. Et du coup, ça a demandé un peu plus de temps. Et donc, c'est pour cela que le travail technique que nous avons fait nous a emmené à repousser donc ce scrutin jusqu'au 14. Toujours en Afrique centrale, la colère continue de gronder au Gabon. Hier encore à Libreville, les travailleurs du secteur de la santé étaient en grève. Le mouvement de contestation qui a démarré lundi a notamment comme revendication des paiements de primes, dont la fameuse PIP, la prime d'incitation à la performance. Les grévistes réclament aussi des formations, des hausses de salaire ou encore des meilleures conditions de travail. Conséquence de cette grève, le centre hospitalier universitaire de Libreville est resté fermé hier jeudi. Si le personnel de santé gabonais reproche au gouvernement d'être
d'être restés silencieux jusque-là face à leurs revendications. Il est à noter que le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billy-Bindier, s'est tout de même exprimé mercredi. En conférence de presse, il a notamment confirmé le paiement du deuxième trimestre 2015 aux ayants droit de la PIP, un montant estimé à 3,8 milliards de francs CFA. Mais ce montant décaissé ne concerne que certaines administrations. Les dossiers non encore transmis pour règlement concernent notamment les ministères des Transports, de l'Enseignement supérieur, de la Justice et justement de la Santé. Montant à payer 9 milliards de francs CFA. Écoutez les motifs de grogne des grévistes de la santé. Nous voulons la réouverture des écoles provinciales afin qu'il y ait des formations. Nous ne pouvons pas avoir de beaux immeubles comme ça, des jolis hôpitaux qui n'ont pas de gens formés pour travailler là-dedans. Un hôpital comme le CHUL devrait accueillir au moins 3 à 4 000 agents. Vous allez vous rendre compte que c'est un hôpital qui n'atteint même pas les 60% en personnel, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, il est question que l'ensemble des agents de personnes de santé et plan social comprennent à suffisance que leurs préoccupations sont mises en mal et qu'en face, il n'y a pas de dialogue. Il va falloir agir tel que nous le demande la législation. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, vous voyez que le centre, le poumon du vivier des soins du Gabon, qui est le CHU, est fermé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette grève a pris à 70%. Et nous pensons que demain, ce serait 80-90%. Et ce serait dangereux pour le gouvernement qui reste toujours silencieux. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, la célèbre chanteuse de gospel congolais Marie Missamou est décédée, laissant tout un pays meurtri, ainsi que de nombreux fans de par le monde. Pour rendre hommage à la diva, la foule s'est réunie hier à Kinshasa. Des dizaines de milliers d'habitants de la République démocratique du Congo sont venus se recueillir devant le cercueil de la chanteuse dans l'enceinte du stade des Martyrs. Le corps de Marie Missamou a été exposé dans une chapelle ardente, dressée au bout d'un tapis rouge sur un podium. Mais pour des raisons de sécurité, un commandant de police déclare que l'événement a nécessité le déploiement de près de 2000 agents des forces de l'ordre. Un dispositif jugé trop strict par la majorité des fans éplorés qui ne voient pas d'un très bon œil le zèle dont ont fait preuve certains policiers, leur interdisant parfois l'accès à la dépouille de la star du gospel. Les chansons mélancoliques de Marie Missamou abordent des problèmes de société, comme la pauvreté, les difficultés sentimentales ou encore la guerre dans le pays. Autant de thèmes qui ont trouvé un large écho auprès des Kinois. Écoutez leurs commentaires. Comme tout Congolais, j'ai été vraiment choqué par l'info de la mort de la sœur Marie Missamou. Et d'un seul coup, une idée m'est arrivée, qu'on donne ce que l'on a. Et alors je me suis dit que non, les jours où le corps sera présent, je ferai l'effort de lui offrir, ou bien offrir au public seulement les portraits, disons son portrait. C'est la grande consternation. Le monde artistique en général et la République vient de perdre une grande artiste. Elle était grande dans toutes ses dimensions, chanteuse, danseuse, chorégraphe, modéliste et aussi styliste. Mais ce qui est plus important qu'on doit retenir de Marie Missamou, c'est beaucoup plus le savoir-vivre d'artiste. C'est quelqu'un qui, autour d'elle, voulait rassembler tout le monde, sans distinction. Sœur Marie Missamou est décédée le 16 janvier dernier à seulement 41 ans d'un arrêt cardiaque. Cette chrétienne évangélique, fille d'un quartier populaire de Kinshasa, a connu le succès en duo avec Des Baba, cet ancien musicien de Papa Wemba, passé depuis au gospel. À l'international, l'ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice française, Christiane Taubira, était hier aux États-Unis. À peine au lendemain de la remise de sa démission au président de la République François Hollande, Madame Taubira a atterri à New York en fin d'après-midi. Alors qu'un précédent voyage officiel de 4 jours aux États-Unis, de mercredi à dimanche, avait notamment un entretien avec la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch, a été annulé, Christine Taubira a maintenu son passage à New York. L'ancienne ministre de la Justice française avait prévu un passage à la prestigieuse New York University, un rendez-vous qu'elle a qualifié de privé. Christiane Taubira a été invitée pour participer à une conférence au sein de l'école de droit de l'Université de New York, la School of Law. Elle doit y évoquer son parcours et ses combats politiques. Je vous propose de l'écouter lorsque les journalistes s'interrogent sur cette venue à New York alors qu'elle vient tout juste d'atterrir à l'aéroport. Parce que l'Université de New York a insisté pour que je maintienne
cette conférence et je trouve que c'est heureux que je puisse effectivement m'adresser au public que j'aurai demain. Ce sont des idées qui traversent le monde et l'humanité tout entière, donc on les retrouve partout. Merci pour votre accueil. Vous êtes heureux d'être à New York? C'est un moment que je n'étais pas revenue, oui. Au Royaume-Uni, à présent, l'élection du maire de Londres approche. Hier, 5 candidats au poste se sont affrontés lors d'un premier débat. Au centre de ce premier échange, l'épineuse question du prix exorbitant du logement dans la capitale britannique. Écoutez ces différents arguments exprimés. Il faut aussi mettre fin au scandale des promoteurs immobiliers qui vendent des logements londoniens à des investisseurs au Moyen-Orient, en Asie. On ne peut pas laisser nos maisons se faire utiliser comme des placements. La réponse à cette crise, c'est d'augmenter la demande. La question, c'est comment faire. La priorité pour moi, c'est d'investir dans notre réseau de transport. En partie, pour que les Londoniens puissent bouger, que Londres puisse bouger. Et pour refléter la réalité qui est que de plus en plus de gens déménagent en banlieue où ils ont plus de chances de pouvoir se payer un logement. Ils passent des heures dans les transports, plus de temps qu'ils n'en passent avec leurs enfants. Donc, il faut principalement étendre notre réseau de transport. Je suis locataire et je crois être la seule parmi nous. Eh bien, vous savez donc que l'augmentation des prix est un problème énorme. Et avoir un syndicat de locataires ainsi qu'un maire qui travaille avec les locataires et qui persuade le gouvernement de nous donner le pouvoir de contrôler les loyers, c'est, je crois, vraiment très important. En gros, l'immigration relativement incontrôlée d'à peu près 1 million tous les 10 ans est le moteur de notre crise du logement. Je veux qu'on construise des logements sociaux, des logements vraiment abordables, comme ça se faisait dans le passé. Et je veux aussi construire 150 000 logements pour la rente locative et la vente, pour les revenus intermédiaires. C'est très important qu'on s'en occupe. Et retour en Afrique pour terminer ce flash information. Au Kenya, le sport l'emporte sur les scandales de dopage. À Iten, la terre d'origine des plus grands champions kenyans, sur les hauts plateaux de l'Ouest situés à 2400 mètres d'altitude, la préparation bat son plein pour la saison à venir. Et vous allez voir que les récents scandales de dopage ne déconcentrent pas du tout les coureurs. Des centaines d'athlètes kenyans s'entraînent sur les pistes d'Iten à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio. Fierté nationale au Kenya, l'athlétisme souffre depuis 2012 des scandales de dopage qui ont entaché sa réputation. Une trentaine de sportifs ont déjà été suspendus. Pour Abel Kirui, double champion du monde du marathon en 2009 et 2011, remporter des médailles sans se doper est avant tout une question d'honneur. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je cours sans être dopé. Si je gagne Tokyo, si je gagne les JO, je montrerai au monde et je leur prouverai que s'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux et pas le dopage. À quelques kilomètres de là s'entraîne David Rudisha, celui qu'on surnomme la fierté de l'Afrique. Détenteur du record mondial sur 800 mètres, ce Maasai de 27 ans revient tous les ans à Iten pour s'entraîner avec les jeunes générations. Il s'inquiète aujourd'hui des dérives liées au dopage. Ce genre de choses tue le sport. Nous le décourageons fortement. Nous disons à tous les sportifs, même aux futurs sportifs, qu'il y a un temps pour tout. Si vous avez du talent, pourquoi douter de vous ? Si vous vous entraînez dur, que vous avez le meilleur entraîneur, que vous vous entraînez dans les meilleurs endroits, vous y arriverez. David Rudisha s'entraîne depuis son plus jeune âge avec frère Colm O'Connell. En 40 ans, ce missionnaire irlandais a formé certains des plus grands champions mondiaux. Ce fut un moment décisif lorsque le sport est devenu professionnel, lorsque les gens ont compris qu'il était possible d'en vivre, de gagner de l'argent, d'aider sa famille et la communauté du village et d'avoir une vie meilleure. Le nombre d'athlètes a augmenté de manière significative en 30 ans et la compétition aussi. Un terreau fertile où les mauvaises pratiques se sont développées, menant à la suspension en décembre 2015 de plusieurs hauts dirigeants de l'athlétisme kényan, parmi lesquels l'ancien président de la fédération. C'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 29 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai grand plaisir à vous retrouver lundi pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, passez un très bon week-end et bonne suite de programme sur Vox Africa.